tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un puissant personnage faisant partie d'une prestigieuse famille aristocratique. Henri II de Montmorency, qui le 22 juillet 1632 fait cause commune avec l'Assemblée des États soulevés contre le pouvoir central, entraînant sa rébellion et une partie de la petite noblesse qui le suit contre le pouvoir de Louis XIII et du cardinal de Richelieu. Vous voulez en savoir plus sur la rébellion d'Henri II de Montmorency? Venez avec moi. La famille Montmorency est liée à l'histoire du Languedoc depuis le début du XVIe siècle, quand le connétable Anne de Montmorency devient gouverneur dans une province s'étendant de l'ouest de Toulouse jusqu'aux Cévennes. Son fils Henri de Montmorency, qui lui succède en 1563 dans la même charge, combat à la tête des catholiques modérés, les catholiques intransigeants commandés par la famille de Anne de Joyeuse, notamment lors des affrontements à la fin du XVIe siècle. La victoire d'Henri IV, qu'il avait énergiquement soutenu dans sa marche au pouvoir, en fait le roi sans couronne du Languedoc, jusqu'à sa mort en 1614. La famille est connue, très connue. Elle est même la première famille de France, la famille la plus puissante du royaume, dont sont issues de nombreuses personnalités. On compte parmi les aïeux du duc Henri II de Montmorency des maréchaux, des connétables, des grands maîtres de France, ou plus simplement des gouverneurs de différentes provinces. En avril 1595, au moment où naît Henri dans le château familial de Chantilly, la maison de Montmorency est l'une des plus puissantes du royaume de France. Les guerres de religion l'ont certes affaiblie, mais elle compte dans ses rangs des personnages de haut rang, à l'image de Henri Ier, connétable de France et gouverneur de la riche province de Languedoc. Le roi Charles IX et Catherine de Médicis rendent visite à cette puissante famille aristocratique alors qu'ils traversent le Languedoc. Pour augmenter le prestige et la puissance de cette famille, lors de la naissance de leur futur Henri II, en 1595, le roi Henri IV sera son parrain, prêt à lui donner en mariage sa fille naturelle. Par héritage, le duc Henri II de Montmorency devient naturellement gouverneur du Languedoc, mais c'est à l'âge de 17 ans que le roi Louis XIII le nomme amiral de France. Cette décision surprenante est pourtant mûrement réfléchie. Le duc de Montmorency laisse dans son entourage les plus magistrales éloges, adoré et adulé de tous, le peuple ainsi que des nobles. Il est probablement la personnalité la plus aimée du royaume de France. Henri II, duc de Montmorency, est le fils du connétable Henri Ier, maréchal de France, et de sa seconde épouse, Louise de Budos. Orphelin de père en 1614, il jouit très jeune d'un pouvoir quasi absolu en Languedoc, d'une grande popularité, faisant étalage d'un train de vie volontiers ostentatoire. En 1614, Henri de Montmorency prend à sa suite cette charge prestigieuse de gouverneur. Le jeune homme, qui aime festoyer, s'entourer de brillants esprits, devient le protecteur du poète père Goundouli, préside à Toulouse quelques soirées mémorables avec son ami Adrien de Montluc, baron de Montesquiou. Le père Anselme, historien, le décrit comme vaillant, généreux, affable, libéral et magnifique, respecté des gens de guerre. Le passionné de marine entreprend de réformer en profondeur l'amirauté de France afin de concurrencer efficacement sur les mers l'Angleterre et les Provinces-Unies. À la cour, ses conseils avisés sont écoutés et son charme ne laisse pas indifférent la reine Anne d'Autriche en personne. À 18 ans, il épouse Marie-Félix des Ursins, fille du prince Virginio Orsini, arrière-petite-fille de Côme Ier de Médicis, nièce du pape Sixquin. Maître des États du Languedoc, le duc de Montmorency est un gouverneur tout-puissant dans une province éloignée du pouvoir central et limitrophe de l'Espagne. Il tâche cependant d'entretenir de bons rapports avec Paris, de préserver son indépendance, de garantir les particularismes locaux et évite de prendre part aux querelles de cour. En 1620, Marie de Médicis en exil à Angoulême tente en vain de l'attirer dans sa faction. Louis XIII récompense le gouverneur du Languedoc en lui conférant le collier de ses ordres. La même année, il se range aux côtés de son souverain pour combattre les protestants et dirige le siège de Montpellier face à Henri II, duc de Rohan. Mais la loyauté dont le duc de Montmorency a l'intelligence de faire preuve n'empêche pas son implication involontaire dans les cabales orchestrées par la future duchesse de Chevreuse. Le 16 septembre 1625, il remporte, en tant qu'amiral, la victoire navale de l'île de Ré, mais la place est confiée à Toiras, qui lui est inférieur en grade. Bien qu'il mette à la disposition du roi une flotte et des troupes entretenues à ses frais,
Bien qu'il soit prêt à prendre La Rochelle avec quelques contingents supplémentaires, le duc de Montmorency n'est pas écouté. Le cardinal de Richelieu, de surcroît, l'oblige à se défaire de sa charge d'amiral de France, moyennant cependant plus d'1 million de livres de dédommagement. Mécontent du sort qui lui est réservé, le duc de Montmorency se rapproche de Gaston d'Orléans. En 1627, l'exécution de François de Montmorency-Bouteville, son cousin, ajoute à son amertume. L'année suivante, il reprend pourtant la guerre contre le duc de Rohan, participe au siège de Privas et à l'issue de la paix d'Alès, reçoit du cardinal de Richelieu en son château de la Grange des Brés, près de Prezena. En 1627, après plusieurs édits, la charge d'amiral de France est supprimée. Henri de Montmorency poursuit le combat sur terre. Puis au cours de l'été 1628, Louis XIII augmente de 200 000 livres la charge fiscale pesant sur le Languedoc pour financer le siège de La Rochelle. L'attachement de la province à ses franchises régionales apparaît de manière plus éclatante encore le 3 mai 1629, lorsque les États du Languedoc, à leur tour, expriment leur désapprobation. Au début du mois de juillet, un conseiller d'État et 2 trésoriers de France arrivent sur place en tant que commissaires du roi Louis XIII, chargés de lever 500 000 écus pour l'armée. Le 18, Richelieu lui-même séjourne à Montpellier. Désormais, le Languedoc engage la lutte contre le pouvoir central. Le conflit dure 2 ans avec le duc de Montmorency qui tente de négocier. Les élus sont remplacés par des commissaires royaux en charge de l'assiette et de la répartition de l'impôt. Malgré toutes ces difficultés, Henri de Montmorency reste fidèle au roi et s'engage auprès de lui lors de la campagne d'Italie, lors de la guerre de succession du marquisat de Mantoue. Conflit périphérique qui se déroule dans le cadre plus large de la guerre de 30 ans. Elle oppose la France aux Habsbourg à la suite de l'extinction de la branche aînée des Gonzague en 1627. Le gouverneur du Languedoc s'illustre lors de la bataille de Veynian, pendant la maladie de Louis XIII, offrant une retraite sûre au cardinal de Richelieu. Après la journée des dupes, le duc de Montmorency est enfin récompensé. Il est nommé maréchal de France. On promet le rétablissement en sa faveur des titres de connétable et de grand chambellan. Mais en 1631, 2 nouveaux commissaires royaux arrivent en Languedoc pour superviser les opérations de recouvrement de l'impôt. Des officiers subalternes sont installés dans toute la province pour rétablir les tailles. À nouveau, les États expriment leur hostilité. L'évêque d'Albi, Alphonse d'Ébène, exerce une influence locale importante. Il pousse des parents dans l'entourage de Gaston d'Orléans, et comme Marie-Félix des Ursins, il pousse le duc de Montmorency à agir contre Richelieu, qui n'a pas tenu ses promesses et n'a pas rétabli les charges promises. Au mois de février 1632, pourtant, les États acceptent l'intervention des officiers de Louis XIII pour la perception et l'administration de la taille. Le conflit évolue en faveur de la fiscalité royale, mais rien n'est encore résolu. C'est à cette époque que s'expriment les premiers doutes concernant la réelle loyauté du duc de Montmorency à l'égard de son souverain. L'information, à défaut de pouvoir être infirmée ou confirmée, est soigneusement conservée. Le soulèvement qui se produit l'année suivante, bien qu'il soit associé au nom de Montmorency, est au départ bourgeois et citadin. Il a son origine dans la montée en puissance de l'autorité royale. En effet, Louis XIII a entrepris de développer son pouvoir et mène une lutte longue et difficile contre les Habsbourg. Pour cela, il veut contrôler la levée des impôts. Une tempête impulsée par les États se déchaîne alors en juin 1632, et des assemblées de citoyens décident de ne plus payer l'impôt jugé trop lourd. Les bourgeoisies urbaines tiennent à leurs privilèges, manifestent ainsi leur opposition à cette mesure. Quant à l'adhésion d'Henri II de Montmorency à la révolte, elle a d'autres motivations. Outre son titre de maréchal, ce grand seigneur, à la fois duc et père, grand amiral de France, filleul d'Henri IV, est mécontent du roi, qui le tient à l'écart des décisions politiques, car Louis XIII se méfie de la noblesse, agitée et turbulente. C'est pourquoi le gouverneur se rallie à Gaston d'Orléans, le propre frère du roi, qui vient en Languedoc avec 2500 mercenaires, en espérant provoquer la chute du cardinal de Richelieu. Le 22 juillet 1632, le duc de Montmorency fait bloc avec l'Assemblée des États soulevée contre le pouvoir central, entraînant dans sa rébellion une partie de la petite noblesse qui le suit comme les féodaux du Moyen-Âge suivaient leur suzerain.
Montréal, Fangeux, Campedieu, Laure, mais aussi l'évêque d'Alette se soulèvent. C'est la conjonction de ces deux forces dressées contre la monarchie, État de Languedoc et noblesse, qui provoque la gravité de la crise. Gaston d'Orléans, jaloux du pouvoir toujours plus grandissant de Richelieu, tente d'organiser un soulèvement général. Henri II de Montmorency, probablement influencé par son épouse et par Alphonse II d'Ébène, l'évêque d'Albi, finit par le soutenir. Tous les Languedociens ne sont pas partisans d'une telle attitude. Le Parlement de Toulouse en particulier, qui a appuyé la résistance légale à l'installation des élus, refuse de prendre part à la sédition. Tandis que Mazarin, au mois d'août, interdit à monsieur l'entrée en Avignon, et dans le comtat vénessin, possession du pape, Louis XIII quitte Fontainebleau pour en finir avec la révolte. Le duc de Montmorency et Gaston d'Orléans entreprennent une marche désespérée vers Castelnaudary. La confrontation avec l'armée du souverain, menée par le maréchal de Schomberg, a lieu le 1er septembre. Cependant, le cardinal de Richelieu a des agents dans la province, le plus efficace étant l'archevêque de Narbonne, Claude de Rébé. Le Premier ministre envoie 2 armées, dont l'une commandée par le maréchal Schomberg, arrive en août. Cependant, l'entente entre nobles et bourgeois ne dure pas longtemps. Les villes désavouent leurs représentants aux États, choisissent la fidélité au roi et ne veulent absolument pas armer le peuple, Carcassonne en particulier refusant de laisser entrer le duc de Montmorency. Quant aux paysans, ils ne bougent pas malgré des récoltes médiocres et la peste qui est apportée par les armées royales. Aussi, quand le 1er septembre 1632, Henri II de Montmorency affronte au nord de Castelnaudary les troupes royales, la défaite est rapidement entamée. Il dispose de 1200 hommes, Schomberg le double. Gaston d'Orléans, à son habitude, ne bouge pas. Et au bout d'une demi-heure, le gouverneur, qui charge presque seul sur son cheval, empanaché d'un carnat, est blessé 17 fois en cherchant la mort et se retrouve prisonnier. Les rebelles sont écrasés. Antoine de Bourbon, comte de Moret, trouve la mort. Le duc de Montmorency, blessé et capturé, est traduit en justice, condamné. Il est exécuté le 29 octobre, malgré toutes les interventions faites en sa faveur. Il est exécuté le 30 octobre dans la cour Henri IV du Capitole de Toulouse, où une plaque commémore aujourd'hui l'événement. Le roi et Richelieu ont voulu montrer que les services rendus passent avant les gloires ancestrales. Avant sa décapitation, il formule une dernière requête à l'Assemblée présente. Le greffier du Parlement, le grand prévôt entouré d'archers et d'officiers du corps de la ville, de témoigner au roi Louis XIII sa fidélité, puis se met à genoux devant la statue d'Henri IV raidie à son bourreau, frappe hardiment, ce dernier s'exécute. L'appui de Gaston d'Orléans a été fatal au duc de Montmorency. Richelieu combat l'idée qu'un fils ou frère de roi, ou un prince de sang, puisse troubler le royaume de France. Louis XIII n'a pas de fils. À cette date, Gaston d'Orléans était le prince héritier destiné à lui succéder. Il était donc impossible de l'atteindre. Le roi choisit de faire un exemple, poussé par le cardinal de Richelieu, qui dans ses mémoires explique la nécessité de cette rigueur. Pour que personne ne se crût au-dessus du châtiment et que le duc d'Orléans ne trouve plus de complices, Louis XIII décide donc de livrer le duc de Montmorency au Parlement de Toulouse, lui faisant une seule grâce, celle de l'exécution, prévue en place publique, se fasse seulement dans la cour du Capitole. Une commission extraordinaire du Parlement de Toulouse, présidée par le garde des Sceaux, Châteauneuf, juge et condamne à mort le rebelle pour crime de lèse-majesté. Pendant son procès et son exécution, il fait preuve d'une exemplaire conduite chrétienne forçant l'admiration. Après avoir demandé pardon à son souverain et rendu son bâton de maréchal et son cordon de l'ordre du Saint-Esprit, il est décapité à huis clos dans la cour intérieure de l'hôtel de ville le 30 octobre 1632, sans que Louis XIII lui accorde grâce. La légende n'en a pas terminé pour autant. Sur ces exécutions non publiques, plusieurs légendes courent. Le musée Paul Dupuy conserve une sorte de grand sabre recourbé, le Damas, qui aurait servi à cet effet. Selon d'autres versions, on aurait expérimenté une machine, sorte de tranche-tête, où un fer de hache tombait entre des montants verticaux. L'exécution aurait dû être répétée plusieurs fois. Le peuple qui n'a pas pu assister à sa mort finit par s'engouffrer entre les portes entrebâillées. Dans une frénésie indescriptible, chacun tente de recueillir sur ses habits ou ses mouchoirs un peu du sang de l'ancien gouverneur du Languedoc, qu'il garde comme une relique.
Une fois le calme revenu, il est inhumé à la basilique Saint-Cernin. Quelques années plus tard, son corps est transféré à Moulins, au couvent de la Visitation, là où s'est retirée sa veuve Marie Félicie des Ursins. Quant à ses terres, elles passent à la maison de Condé. Comme on l'a vu, le 30 octobre 1632, le duc Henri II de Montmorency, âgé de 37 ans, filleul du roi Henri IV, est décapité dans la cour d'honneur du Capitole, le palais où siège le conseil municipal de Toulouse. On doit fermer les portes du Capitole pour empêcher les Toulousains favorables au duc d'entraver l'exécution. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.